Ah, l'image d'Épinal, un ordinateur portable, une plage de rêve. C'est ça le fantasme du nomade digital israélien. Mais attention, derrière cette carte postale se cache une réalité, disons, beaucoup moins glamour. On parle d'un vrai parcours du combattant fiscal. Parce que oui, ce rêve, c'est aussi un champ de mine fiscal. Beaucoup de gens l'ignorent, mais sans une préparation en béton, cette liberté qu'on recherche peut virer au cauchemar financier. Et ça peut aller très vite. Alors la vraie question, c'est celle-là. Est-ce que cette liberté a un prix caché? Eh bien la réponse, sans une stratégie solide, c'est un grand oui. Un oui catégorique. Et la facture, elle peut être salée. Vraiment, très salée. Allez, on plonge dans le dur. On va s'attaquer aux mythes, ces idées reçues qui ont la vie dure et qui sont franchement super dangereuses. Parce que ces croyances, elles coûtent une fortune chaque année à ceux qui tombent dans le panneau. Le mythe numéro 1, le grand classique, celui qu'on entend absolument partout. Ah mais c'est simple, je passe plus de 183 jours hors d'Israël et c'est bon, je suis tranquille, n'est-ce pas? Eh bien non, c'est l'idée la plus étendue et de loin, mais alors de très loin, la plus risquée. C'est une erreur monumentale. En réalité, cette histoire de 183 jours, ce n'est qu'une présomption technique, juste un indicateur. Le fisc peut la balayer d'un revers de main, très facilement. Ce n'est absolument pas une garantie pour couper les ponts avec le fisc israélien. Bon alors si le nombre de jours ne suffit pas, qu'est-ce qui compte vraiment? Il y a un seul test qui fait foi. C'est le test du centre des intérêts vitaux, le fameux Merkaz Haim. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fisc ne regarde pas où on dort, il regarde où se trouve notre vie. C'est un examen complet de tous les liens personnels, économiques, sociaux qu'on a gardés avec Israël. On enchaîne avec le mythe numéro 2, tout aussi pernicieux. L'idée qu'en devenant une sorte de citoyen du monde, sans adresse fixe, on ne serait imposable nulle part. C'est tentant, hein, on se dit je suis de partout et de nulle part. Sauf que fiscalement, ça ne marche pas du tout comme ça. En fait, pour les impôts, le principe par défaut est hyper simple. Si on n'a pas prouvé qu'on a bâti un nouveau centre de vie ailleurs, ils considèrent que l'ancien, c'est-à-dire Israël, est toujours le bon. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les revenus gagnés n'importe où dans le monde restent imposables en Israël. Point. Là, attention, c'est un point super important et souvent négligé. Il faut bien faire la différence entre l'impôt sur le revenu, le Mas Harachnasa, et la sécurité sociale, le Bitwa Leumi. Ce sont deux administrations complètement différentes avec des règles qui ne sont pas les mêmes. On peut très bien réussir à être considéré non résident pour les impôts, mais rester attaché au Bitwa Leumi. Et là, c'est le drame. On accumule des dettes monstrueuses sans même s'en rendre compte. Ok, on a vu que c'était complexe. Mais alors, la question à 1 million. À qui de prouver tout ça? Et c'est là que ça se corse vraiment. C'est au nomade et à lui seul de prouver son statut. La charge de la preuve, elle pèse entièrement sur ses épaules. Pour que ce soit bien clair, prenons un cas réel. Une développeuse freelance partie en Amérique du Sud. Elle était persuadée d'être en règle avec ses 183 jours, sauf que la réalité l'a brutalement rattrapée. Pour Israël, elle était toujours résidente à cause de tous ses liens restants, mais en même temps, le pays où elle vivait a commencé à lui réclamer des impôts aussi. Le résultat? Un piège terrible, la double imposition. Et là, une anecdote assez folle. Le concept même de nomade a été validé juridiquement, mais pas du tout là où on l'attendrait. Ça vient d'un procès contre le grand banditisme, l'affaire 512. Un des accusés a carrément réussi à se faire acquitter des charges fiscales contre lui en argumentant qu'il était un nomade criminel, toujours en mouvement pour ses affaires. Alors attention, ne nous emballons pas. Pourquoi est-ce que cet exemple n'est pas une solution miracle? Tout est une question de procédure. L'affaire 512, c'était du pénal. C'est à l'État de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Mais pour un simple contribuable, on est dans le civil. Et là, la situation est totalement inversée. C'est à nous de prouver notre bonne foi avec un dossier en béton. Le cas de Bar Refaeli, qui a perdu, nous a bien montré à quel point c'est difficile. Concrètement, qu'est-ce qu'il regarde pour définir ce fameux centre des intérêts vitaux? Eh bien tout. Les liens familiaux évidemment, conjoints, enfants restés en Israël, c'est le plus évident. Mais aussi les liens économiques, les comptes en banque, un appart, des investissements. Et même les liens sociaux. Est-ce qu'on garde une assurance maladie israélienne? Est-ce qu'on revient souvent? Est-ce que la plupart des clients sont en Israël? Chaque petit détail est passé au crible. Bon, assez agité le chiffon rouge. On a bien compris les risques. Maintenant, parlons solution. Parce que oui, il existe une méthode, une feuille de route pour s'organiser et sécuriser sa liberté. Le mot d'ordre, c'est l'anticipation. Il faut être proactif bien avant de boucler sa valise.
Cette feuille de route, elle tient en 4 grandes étapes. D'abord, on fait un diagnostic de tous ces liens avec Israël pour voir où sont les points faibles. Ensuite, on construit un vrai dossier de rupture, on documente tout. Troisième étape, on se penche sur les conventions fiscales entre pays pour choisir ses destinations de manière stratégique. Et enfin, l'étape qu'on ne doit jamais oublier, on gère son dossier Bitois-Léomi. On se détache officiellement pour arrêter le contour des dettes. Et le résultat de tout ça, c'est simple. On passe du statut de cible facile qui se déplace à celui d'une personne qui a une vraie stratégie. Une stratégie qui est claire, qui est documentée et qui, surtout, tient la route juridiquement. Alors, pour finir, la question est simple. Est-on un nomade vraiment libre ou juste une cible fiscale en mouvement? Le nomadisme digital, c'est une opportunité géniale, c'est clair. Mais ça ne s'improvise pas. Sans une préparation sérieuse, le nomade qui se croit le plus libre du monde est en fait la proie la plus facile. Pour que le rêve ne tourne pas au vinaigre, il faut commencer par maîtriser sa réalité fiscale.